Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements à la Société marocaine de rhumatologie pour son invitation, vous dire le plaisir que j'ai à être aujourd'hui ici et revoir de très nombreux confrères et amis, et de revoir également nos collègues et amis tunisiens, parmi lesquels j'ai la très grande chance de compter de très nombreux amis. Avant de commencer, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, si la diapositive veut bien passer, voilà. Et pourquoi vous parler du rhumatisme psoriasique? Eh bien d'abord, la première raison, c'est que c'est un rhumatisme qui est en augmentation régulière depuis quelques années, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde dont on dit que l'incidence baisse, même si cette maladie a encore de multiples visages, comme nous l'a très bien expliqué le professeur Ahmed Lattar. Et puis, parce que le rhumatisme psoriasique est aujourd'hui le troisième rhumatisme inflammatoire chronique, qu'il accompagne 30% des psoriasis cutanées, et que, comme vous le savez, il y a, en ce qui concerne sa prise en charge, de très grandes modifications et de très grands changements, alors que pendant très longtemps, et Ahmed, tu rappelais tout à l'heure que nous étions démunis il y a quelques années par rapport au traitement d'un certain nombre de maladies, dont la polyarthrite rhumatoïde, c'était encore plus important pour le rhumatisme psoriasique où nous avions finalement peu de moyens de traitement. Aujourd'hui, les choses changent considérablement. Le rhumatisme psoriasique, c'est d'abord évidemment un rhumatisme qui a des relations avec le psoriasis cutané, c'est évident. Je vais me permettre de rappeler très rapidement, pour les plus jeunes, quelques signes cliniques et radiologiques avant d'entrer dans la prise en charge de ce rhumatisme. D'abord, sur le plan cutané, en ce qui concerne les formes classiques, tout au moins, que nous connaissons bien et nous savons où les chercher, nous savons que le psoriasis cutané précède le rhumatisme dans la très grande majorité des cas, mais qu'il peut aussi être simultané à ce rhumatisme psoriasique, au psoriasis cutané, mais qu'il peut aussi précéder, dans 15% environ des cas, le psoriasis cutané. Et puis on sait aussi que les phénotypes de psoriasis, pourvoyeurs de rhumatisme psoriasique, sont bien connus et qu'on a plus de chances de développer un rhumatisme psoriasique si l'on a un psoriasis du cuir chevelu, du pli interfessier ou encore des ongles. Et le psoriasis des ongles a une valeur extrêmement importante puisque, à lui seul, le psoriasis inguéal constitue un critère à part entière des critères Caspar que nous allons voir tout à l'heure et que c'est donc un élément dans le diagnostic qui est extrêmement important. Alors, le rhumatisme psoriasique, c'est un rhumatisme extrêmement protéiforme qui va emprunter à la polyarthrite rhumatoïde, mais également aux spondylarthropathies. Et il y a une très belle expression. Alors, je ne me rappelle plus où je l'ai lu ni qui l'a dit, mais c'est une expression que j'aime beaucoup. Le rhumatisme psoriasique est une spondyloarthropathie jusqu'au bout des orteils et des doigts. Et c'est effectivement une spondyloarthropathie et en même temps un rhumatisme articulaire inflammatoire périphérique qui va avoir donc une symptomatologie et une imagerie extrêmement variables et pour lequel, comme dans les spondyloarthropathies, il va être question d'une pathologie des anthèses. Alors, les anthèses, comme dans les spondyloarthropathies, c'est extrêmement important dans le rhumatisme psoriasique, avec d'abord, et vous le savez, l'ostéite sous-chondrale, mais ce qui est tout à fait intéressant par rapport aux spondyloarthropathies, c'est l'atteinte périphérique, et notamment les doigts, et l'on sait que les anthèses sont très nombreuses au niveau des doigts. Vous avez ici en rouge tous les sites d'anthèse que l'on peut compter au niveau d'un doigt, ce qui explique la fréquence des anthésites et surtout l'importance des dactylites dans le rhumatisme anthésitique psoriasique. Et puis l'évolution de cette anthésite va se faire vers l'ossification cicatricielle, c'est-à-dire finalement la reconstruction osseuse et le développement de l'anthésophyte qui va expliquer un certain nombre de signes radiographiques, notamment les signes de reconstruction, que l'on voit par exemple ici sur une radiographie standard et que l'on voit bien sûr aujourd'hui de plus en plus précocement grâce à l'avancée de l'imagerie. Et on voit sur cette image une image d'IRM qui permet un diagnostic précoce.
Alors si on résume très rapidement le rhumatisme psoriasique, on a vu à peu près un certain nombre de signes cliniques, on y reviendra, une biologie finalement très pauvre, pas grand-chose, pas de facteurs rhumatoïdes, pas d'ACPA, le syndrome inflammatoire évidemment, et puis des signes radiographiques qui vont de l'érosion, donc comparable à la polyarthrite, à la reconstruction au niveau des anthèses, donc particularité et rapprochement avec les spondyloarthropathies, puis la teinte centrale évidemment, syndesmophite, sacroïlite. Et bien entendu, depuis les années 60, les choses changent régulièrement, jusqu'à la voie interleukine 23 Th17, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et un diagnostic précoce grâce à l'avancée de l'imagerie, dont nous verrons quelques facteurs. On va faire un survol très rapide de toutes les classifications qui ont amené à une meilleure connaissance du rhumatisme psoriasique. La plus importante, la classification Princeps, c'est celle de Molevright, qui date de 1973, qui va décrire l'atteinte de l'interphalangienne distale, qui décrit aussi les arthrites mutilantes, les mono- ou oligoarthrites des doigts et des orteils, la séronégativité, l'atteinte axiale, avec également la présence de psoriasis. Et on a ici une très belle image d'orteil de Bauer, avec cette atteinte interphalangienne distale du pied et l'atteinte ingéale. Et puis d'autres critères plus implicites, mais qu'on continue encore aujourd'hui à chercher avec beaucoup d'attention, en particulier l'asymétrie de l'atteinte articulaire, par opposition au caractère symétrique de la polyarthrite rhumatoïde. Et puis ensuite, Bennett va décrire le doigt ou l'orteil en saucisse et l'arthrite érosive des petites articulations. Puis on décrira l'aspect de plume dans l'encrier, c'est dû à la classification de Vasey et Spinoza en 1984, et l'atteinte des sacroiliaques unis ou bilatérales en fonction du stade. Et c'est Maxime de Gados qui introduit l'importance de l'histoire familiale du psoriasis, qu'on va encore retrouver dans les critères Caspar, qui va être coté 1 point, mais qui jusqu'à présent, on ne tenait pas compte des antécédents, et c'est à partir de là que l'histoire familiale de psoriasis va jouer un rôle important dans le diagnostic. Et puis viennent les travaux de McGonagall, donc Denis McGonagall, qui s'est beaucoup intéressé au rhumatisme psoriasique, avec la description de l'OP3GO, l'onychopachydermopériostite psoriasique, il faut du souffle pour dire ce mot, qui est le seul exemple de liaison directe entre le psoriasis et l'atteinte ostéoarticulaire, puisque c'est le seul exemple où on met en relation le plateau de l'ongle, le lit de l'ongle, avec sa racine, avec l'os, avec les parties molles, et c'est finalement ici aussi le tendon des extenseurs, donc une antésite des doigts, et cet aspect très particulier de l'OP3GO, donc décrit par McGonagall en 1999. Et les critères radiologiques, donc les critères de Fournier, ces critères de Fournier dont on connaît les différents stades, qui vont de l'arthrite érosive d'une interphalangienne distale pour le premier stade, à la résorption de la houppe phalangienne, en passant par les images de périostite, et puis l'atteinte à 3 étages, qui est tout à fait classique dans le rhumatisme psoriasique et que l'on connaît bien. Et nous avons d'ailleurs en 2005 publié dans le service une série sur ces critères doigts et orteils, sous la plume de Redouane Yamen, avec Ahmed Bza, Selma Al-Hassani et Rachida Ben Sabah. Et puis, si nous continuons cette avancée, viennent les classifications, les critères de la classification Caspar, où vous voyez donc le psoriasis, avec l'histoire familiale, mais évidemment 2 points uniquement pour le psoriasis cutané, tout le reste 1 point, l'atteinte ingéale, l'absence de facteurs rhumatoïdes, la dactylite et l'aspect de reconstruction osseuse que l'on a expliqué par le biais de l'anthésite. Et puis ces critères Caspar sont très importants pour nous, d'abord parce que ce sont des critères qui facilitent le diagnostic du rhumatisme psoriasique, et puis également parce que le service que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger pendant des années a été membre de ce groupe Caspar, et nous avons travaillé avec Philippe Pelliwell, et c'était une très belle expérience à l'établissement des critères Caspar. Puis très rapidement, vous savez qu'on peut aussi rentrer dans le diagnostic du rhumatisme psoriasique par les critères de classification Assas,
que ce soit pour les formes axiales ou pour les formes périphériques. Pour en arriver à la prise en charge du rhumatisme psoriasique, eh bien, il est inutile d'insister sur l'importance du diagnostic précoce, nous le savons tous, mais également aujourd'hui la place des comorbidités. Et puis on commence à appliquer également au rhumatisme psoriasique, comme à d'autres rhumatismes inflammatoires chroniques, les concepts qui ont été bien développés dans la polyarthrite rhumatoïde, notamment tight control, treat to target, et les nouvelles voies thérapeutiques et physio qui naissent de la meilleure connaissance de la physiopathologie. Alors, le diagnostic précoce, grâce à un certain nombre de facteurs, le premier nous vient peut-être de nos collègues dermatologues qui ont su développer des questionnaires qui facilitent le diagnostic de rhumatisme psoriasique. Il y a un certain nombre de questionnaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'il y a ceux qui sont particulièrement intéressants, ce sont ceux qui sont faciles à appliquer, notamment le Pso-Epidemiology Screening Tool, 5 items seulement, ou ceux qui ont une spécificité plus importante, et vous voyez que ceux-là sont importants, avec notamment le Early Arthritis for Psoriatic Patients, qui est un des questionnaires les plus récemment développés et qui est très intéressant parce qu'il suffit que 3 critères soient remplis pour que les dermatologues invitent leurs collègues à envoyer leurs patients au rhumatologue. Et je pense qu'il y a vraiment à développer un partenariat avec les dermatologues beaucoup plus important. Voilà par exemple le PEST que l'on peut trouver sur Internet très facilement. Vous voyez qu'il n'y a que 5 questions. Est-ce que vous avez déjà une articulation gonflée? Est-ce que vous avez une arthrite? Est-ce que vous avez une atteinte de l'ongle? Est-ce que vous avez des douleurs dans le talon? Est-ce que vous avez eu un gonflement d'un doigt inexpliqué, c'est-à-dire la dactylite? Et donc 3 critères sur 5, on envoie le patient au rhumatologue. Et puis bien sûr, vous le savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez l'importance du développement de l'imagerie, et ça a été extrêmement contributif pour le rhumatisme psoriasique, que ce soit l'échographie ostéo-articulaire, et vous voyez ici les images parlent d'elles-mêmes, je ne rentrerai pas dans le détail, ou l'IRM. Voilà ici une très belle image encore de Denis McGonigal, qui montre à gauche l'atteinte psoriasique de l'ongle. Vous voyez que la radiographie standard est normale, alors que l'IRM met en évidence à la fois l'atteinte osseuse, l'atteinte des parties molles, qui se fait au niveau de l'insertion des tendons sur l'os, c'est-à-dire au niveau de l'anthèse. Et puis, pour la beauté de l'image, pas encore en pratique, mais sait-on jamais, l'apport du PET scan avec cette très belle image d'atteinte ingéale, sous-ingéale, précoce, dans un rhumatisme psoriasique débutant. Les comorbidités. Les comorbidités, vous savez aussi que c'est fondamental aujourd'hui en rhumatologie, dans la polyarthrite rhumatoïde, rôle extrêmement important, que ce soit le tabagisme, mais avec peut-être un effet moins important que dans la polyarthrite rhumatoïde, la répercussion sur sociale et les troubles de l'humeur, alors qu'il est très important de prendre en considération, parce qu'on voit se développer aujourd'hui des médicaments qui eux-mêmes peuvent comporter des risques de troubles de l'humeur et quelquefois également des idées suicidaires. Et donc, dans le psoriasis, on sait qu'il y a un taux de suicide important, il est important évidemment de les prendre en considération. Les comorbidités métaboliques, avec le risque cardiovasculaire, et surtout l'obésité. Alors l'obésité, c'est un point particulier pour plusieurs raisons. Quand on regarde les bases de les données de cette base de données qui est la base de données SIN, eh bien, on voit que la fréquence du rhumatisme psoriasique augmente avec l'indice de masse corporelle, et on connaît cette relation aujourd'hui très importante entre l'obésité et le rhumatisme psoriasique. On ne sait pas encore bien l'expliquer, mais c'est tout à fait reconnu. Et bien entendu, on en est arrivé à se poser la question, et il y a une très belle publication qui date de 2007 sur la relation entre l'amaigrissement et le rhumatisme psoriasique. Est-ce qu'on a intérêt à faire maigrir les patients? La réponse est oui, bien sûr, si on considère les risques cardiovasculaires, l'hypertension, etc. Mais y a-t-il vraiment une relation directe? Eh bien, vous voyez que quand on regarde la figure ici, au-dessus, chirurgie bariatrique et psoriasis cutanée, eh bien, la relation est nette. Quand on fait maigrir les patients, le psoriasis cutané baisse,
en tout cas son incidence baisse, alors que dans le rhumatisme psoriasique, c'est la figure du bas, il n'y a aucune relation avec l'amaigrissement. Alors pas de conclusion à tirer pour l'instant, mais en tout cas ce sont des données intéressantes à prendre en considération. Et bien sûr, en ce qui concerne le tight control, vous connaissez l'étude TICOPA, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais importance du tight control, comme dans TICORA, dans la polyarthrite rhumatoïde, et stratégie treat to target, et vous voyez que quand on regarde les scores ACR, eh bien dans le groupe tight control, les résultats sont évidemment meilleurs que lorsqu'il y a eu un traitement standard. Alors, pour faire une synthèse, vous savez toutes les étapes du traitement du rhumatisme psoriasique, symptomatique, traitements locaux, la rééducation, qu'il ne faut pas oublier, les traitements de fond dont on parle beaucoup, l'évolution vers la chirurgie potentielle avec tous les problèmes que cela peut poser. Et là où ça bouge aujourd'hui, c'est ce qui concerne le traitement de fond. Traitement de fond, puisque vous connaissez les traitements de fond chimiques, donc conventionnels synthétiques, avec en tête de liste le méthotrexate, mais il y en a d'autres, nous y reviendrons. Et puis les biologiques, avec essentiellement dans le rhumatisme psoriasique les anti-TNF, mais aujourd'hui les nouvelles voies pathogéniques développent de nouvelles voies thérapeutiques, et vous avez bien sûr entendu parler de tous les traitements concernant l'interleukine 23 et l'interleukine 17, ainsi que les thérapeutiques ciblées qui ciblent la signalisation intracellulaire. Alors, en prenant les recommandations EULAR 2015, qui sont donc une mise à jour des recommandations 2012 et qui ont été publiées en 2016, eh bien, quand on fait le diagnostic de rhumatisme psoriasique, à moins qu'il n'y ait une atteinte importante sur le plan cutané, qui nécessite de consulter bien sûr le dermatologue, avec lequel de toute façon on a intérêt à travailler en permanence, eh bien, en l'absence de facteurs défavorables, on voit ici ce qu'on appelle les facteurs défavorables. Et bien dans ce cas, il faut commencer par les anti-inflammatoires non stéroïdiens avec éventuellement une corticothérapie locale. En tout cas, c'est une première étape à ne pas négliger avant de passer à la deuxième étape en cas d'échec, qui est le méthotrexate. Alors le méthotrexate, on va en parler un petit peu dans quelques instants. Méthotrexate, sauf s'il y a une atteinte axiale qui, elle, évidemment, ne va pas répondre au méthotrexate et qui va nous amener à la phase 3, ou s'il y a une contre-indication méthotrexate où on peut faire appel au léflunomide, à la sulfasalazine ou à la cyclosporine. Alors, le méthotrexate, dans le rhumatisme psoriasique, est-il important? Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de questions. Il y a même eu une étude en 2010, l'étude MIPA, qui a conclu que le méthotrexate n'était qu'un agent symptomatique et non pas un traitement de fond, et qui a fait couler beaucoup d'encre. En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de points mal conduits dans cette étude et que le méthotrexate reste un traitement extrêmement important. C'est ce que recommande le LAR et ce que recommandent tous les critères GRAPPA dont on fera la synthèse tout à l'heure. Le méthotrexate reste le traitement à mettre en route en première intention, avec au niveau des risques, vous voyez que là on nous parle bien sûr du foie, de l'obésité, du diabète, mais on sait aujourd'hui que le méthotrexate pourrait diminuer les effets secondaires cardiovasculaires et pourrait même protéger de la fibrose hépatique, à condition bien entendu qu'il n'y ait pas de NASH, donc la non-alcoolique stéatotique hepatitis, donc l'hépatite non-alcoolique. Le méthotrexate revient en force, en tout cas en première intention, dans le traitement du rhumatisme psoriasique. Alors quand on regarde les autres, eh bien, vous voyez, il faut bien regarder quel est leur site d'action. La salazopyrine, est-ce que ça agit vraiment sur l'atteinte périphérique? On sait qu'elle n'a aucun effet sur les anthésites. Et puis la cyclosporine, peut-être ne pas oublier dans les formes d'atteinte sévère ou d'atteinte ingéale, en tenant compte, bien entendu, des effets secondaires potentiels qu'il faudra gérer. Et puis, lorsque la réponse est favorable, eh bien, on continue. Quand la réponse ne l'est pas, on passera au stade suivant. Alors, comment évaluer la réponse? Là aussi, il y a beaucoup de données dans le rhumatisme psoriasique, beaucoup de propositions. Celle qu'on retient aujourd'hui, c'est la MDA, Moderate Disease Activity, ce qu'on avait déjà retenu il y a quelques années. Et on nous appelle en fait à simplifier toute cette multiplication de données qui existent dans le rhumatisme psoriasique. Et pour conclure qu'un traitement est efficace, eh bien, il faut au moins 5 des critères suivants. Vous voyez, nombre d'articulations douloureuses ou gonflées inférieur à 1, le PASI qui régresse,
l'évaluation douleur et l'évaluation maladie du patient, le HAC, bien entendu, et le score d'anthèse. Les anthèses, vous voyez, jouent un rôle important et reviennent dans tous les passages, tous les niveaux qui concernent le rhumatisme psoriasique. Alors, pour passer à la phase 3, c'est la biothérapie, soit les formes prédominantes sur lesquelles axiales ou les formes qui n'ont donc pas réagi au traitement précédent. Et on peut, s'il n'y a pas de mauvais facteurs pronostiques, eh bien, changer de traitement de fond synthétique, vous voyez à droite, ou les combiner, ou au contraire, à ce moment-là, on va passer aux biologiques. Et dans les biologiques, eh bien, on va proposer les anti-TNF, mais vous voyez que tout de suite, on nous explique que s'il y a une contre-indication, eh bien, on va passer aux inhibiteurs de l'interleukine 12-23, aux inhibiteurs de l'interleukine 17, qui peuvent être utilisés, et dans les cas spéciaux, les traitements synthétiques ciblés qui correspondent donc aux petites molécules, et vous voyez qu'ils viennent relativement rapidement dans les propositions thérapeutiques, et c'est ce que nous allons essayer de voir en les synthétisant au maximum. D'abord, les anti-TNF, vous les connaissez bien. Vous voyez l'ensemble des anti-TNF qui existent et dont l'efficacité a été confirmée par un certain nombre d'études, et pour lesquelles on a conclu aussi à une efficacité structurale pour la plupart d'entre eux. Ce qui est important ici, faut-il associer le méthotrexate ou non? Vous savez que dans la biologie et les biologiques, dans le rhumatisme psoriasique, on associe le méthotrexate beaucoup moins souvent que dans la polyarthrite rhumatoïde. Ça se discute éventuellement pour l'infliximab ou pour le golimumab. Et puis en fait, est-ce que les anti-TNF sont actifs sur le plan structural? Bien, il y a des études récentes qui montrent en fait que sur le long terme, les anti-TNF ont une efficacité structurale, sans doute dans le court terme, mais pas forcément dans le long terme. Et dans le long terme, eh bien, vous voyez cette courbe en haut qui montre que si les anti-TNF ont une activité sur la symptomatologie, eh bien, sur le plan structural, leur effet est très peu prouvé. Et c'est la raison pour laquelle le développement de nouvelles cibles est tout à fait intéressant. Les autres biothérapies, très rapidement, très peu de choses sur le rituximab, ça n'a pas d'intérêt. L'abatacept, au contraire, est en train d'arriver puisqu'il a été approuvé par la FDA et il est en attente d'approbation par l'Agence européenne, donc peut-être qu'on en entendra parler dans les mois qui viennent. Et puis surtout, bien sûr, l'interleukine 23, l'interleukine 17. Et s'il fallait résumer la physiopathologie du rhumatisme psoriasique en une diapositive, c'est celle-là que je choisirais, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, dans laquelle la notion la plus importante est l'existence de cellules T résiduelles au niveau des anthèses, et ces cellules T vont être soumises à un certain nombre de facteurs de l'immunité innée, donc les toll-like récepteurs, par le biais de tout ce qui peut être pathogène. Ici, on parle d'intestin, mais ce n'est pas uniquement l'intestin, c'est tous les facteurs pathogènes qui vont donc produire des PAMS, agir par le biais des toll-like récepteurs et par le biais de l'immunité innée, s'associer à des facteurs génétiques éventuellement, le HLA-B27, le phénomène UPR, Unfolded Protein Response, qui va donc déclencher un choc au niveau du système HLA-B27, d'autres facteurs génétiques sur lesquels je ne reviendrai pas, c'est très compliqué dans le rhumatisme psoriasique et ce n'est pas l'essentiel, et éventuellement des facteurs biomécaniques qui vont peut-être aussi, encore une fois, revenir sur le rôle de l'anthèse. Alors ces cellules T vont être dans une ambiance particulière, donc CD3+, CD4, CD8 ou ROR gamma T, produire une sécrétion importante d'interleukine 23 qui va se fixer sur son récepteur, puis ensuite être à l'origine d'une production d'interleukine 22, ostéoprolifération, inflammation, et surtout l'interleukine 17, avec la production de TNF, donc vous voyez que là aussi TNF, blocage du TNF, et les conséquences cliniques et radiologiques que nous connaissons. Alors pour bloquer cette boucle, qui explique en grande partie, c'est évidemment pas la seule explication, mais c'est l'essentiel, eh bien, on peut bloquer le TNF, on l'a vu tout à l'heure. On peut bloquer l'interleukine 17 à ce niveau, mais si on veut bloquer en amont, eh bien, on va bloquer l'interleukine 23. Et pour bloquer l'interleukine 23, que l'on voit sur cette diapositive, eh bien, l'interleukine 23 est une cytokine qui comporte deux sous-unités,
la P19, mais aussi la P40. Et quand on inhibe la P40, eh bien on inhibe forcément la P40 de l'interleukine 12, et donc vous voyez qu'on inhibe à la fois l'interleukine 23 et l'interleukine 12, et c'est le mécanisme d'action qui est utilisé pour l'action de l'ustekinumab. L'ustekinumab, dont on sait par les études PSUMIT 1 et PSUMIT 2 qu'il est actif dans le rhumatisme psoriasique actif, naïf de biothérapie ou après biothérapie, on connaît son efficacité. Il y a d'autres molécules qui arrivent, le briakinumab, et puis surtout des molécules qui vont essayer d'inhiber de manière plus spécifique la P19. Et il y a déjà le guselkumab qui est commercialisé aux États-Unis sous le nom de Tremfya, mais aussi le tildrazikumab et le risankizumab. Et puis l'interleukine 17 avec le secukinumab, que nous connaissons puisque nous l'avons au Maroc depuis quelques semaines ou quelques mois, c'est le Cosentyx, qui est un anticorps monoclonal anti-interleukine 17A. Et vous voyez qu'en fait, l'interleukine 17 comporte 6 types d'interleukine 17 de A jusqu'à F. Le secukinumab, avec également son cousin, qui d'ailleurs arrive et est également commercialisé, qui est l'ixekizumab, le TALS, vont agir sur l'interleukine 17A. Et un autre, le brodalumab, lui a un développement qui a été interrompu en raison d'effets secondaires importants et notamment des idées suicidaires, voire même, je crois, quelques cas de suicide qui ont fait que le développement de cette thérapeutique a été interrompu. Alors, le secukinumab, c'est l'étude de Future 1 et 2, et vous voyez que l'efficacité par rapport au placebo est tout à fait démontrée dans toutes les circonstances, avec thérapeutique de charge intraveineuse suivie de sous-cutanée ou subcutanée directement. Donc, efficacité, je ne vais pas rentrer dans le détail de la diapositive, mais efficacité prouvée. Et puis surtout, cette très récente publication, qui date de mars 2018, et qui est une étude, donc l'étude de Future 5, qui est la plus grande étude connue à ce jour d'un biologique dans le rhumatisme psoriasique, puisqu'elle compte à peu près 1000 patients inclus dans cette étude. Là, je ne vous montre que les données de la population globale, mais on a les mêmes données concernant l'atteinte cutanée, concernant la qualité de vie, concernant le DAS28, l'anthésite et la dactylite, et dans tous les cas, l'efficacité du secukinumab est tout à fait prouvée. Et puis également, c'est la première étude qui montre l'efficacité structurale, et on voit sur la diapositive de droite, par rapport au placebo, puis avec les différentes posologies utilisées, l'efficacité structurale du secukinumab, donc qui fait de cette publication un argument tout à fait important pour parler de l'efficacité du secukinumab dans le traitement du rhumatisme psoriasique. Il y a eu aussi des études faites concernant les troubles de l'humeur, et dans cette étude, donc sur ces 1000 patients, il y a eu un seul patient qui a été rapporté comme ayant eu des idées suicidaires et qui en fait a interrompu l'étude, sinon il n'y a pas eu d'autres problèmes d'effets secondaires concernant cette étude. Alors les autres thérapeutiques, je vais aller beaucoup plus vite. L'ixekizumab, on l'a vu tout à l'heure, même mode d'action, même taux de réponse. Ce qui est intéressant dans cette étude, et c'est pourquoi je vous la montre, il y a une comparaison avec l'adalimumab, que vous voyez en rose. Là, la flèche ne marche pas bien, je vais encore essayer, mais autrement, voilà, on voit ici en rose l'adalimumab qui est arrêté à 24, et vous voyez que l'efficacité est à peu près comparable, parfois même supérieure, et c'est le plus important, donc c'est de conclure à l'efficacité à 1 an. Et puis, on continue à avancer. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas agir sur plusieurs cytokines? Et un autre médicament qui aussi est en cours de développement et qui donne, semble-t-il, de bons résultats, le bimekizumab, qui inhibe à la fois l'interleukine 17A et l'interleukine 17F. Et on voit qu'on essaie de faire des blocages. Alors, on n'est plus dans l'inhibition partielle, inhibition de l'interleukine 17A, mais 17A et 17F, et même, on est en train aujourd'hui de cibler le blocage de l'interleukine 17A, l'interleukine 17F et également l'interleukine 17-25 par le biais du récepteur de l'interleukine 17A que l'on retrouve ici avec l'interleukine 25.
Alors, si on résume, vous voyez, bon, voilà une étude beaucoup plus... et qui conclut que cibler à la fois l'interleukine 17A et l'interleukine 17F pourrait avoir un effet thérapeutique tout à fait important. Si on résume ce passage, bien les biothérapies anti-interleukine 23 et anti-interleukine 17 auraient des effets positifs, c'est incontestable, mais finalement, quand on regarde l'efficacité, il semble qu'elle ne soit pas vraiment supérieure aux anti-TNF, qu'il y ait des variations selon le phénotype. Par contre, ce qui est tout à fait important, c'est que l'effet est très positif dans le psoriasis cutané, mais reste beaucoup plus modéré sur l'arthrite et qu'on a même décrit des arthrites paradoxales sous ustekinumab. Donc évidemment, il nous faut un petit peu plus de recul, mais on sait qu'il y a des perspectives de développement tout à fait importantes aujourd'hui, des essais de vaccination anti-P19 dans le modèle animal et surtout le développement d'anticorps monoclonaux à double spécificité. Et on voit se développer les essais cliniques portant sur l'inhibition de l'interleukine 17 et de l'anti-TNF. Enfin, pour terminer cette phase 4, eh bien, lorsqu'on n'a pas eu de réponse avec toutes ces biothérapies que je viens de vous présenter, on peut changer de traitement et passer aux petites molécules. Et les petites molécules, j'irai beaucoup plus vite, c'est les inhibiteurs de la phosphodiesterase 4, dont on a beaucoup entendu parler, qui se développent aujourd'hui très positivement, et dont les études, notamment les études PALAS, montrent tout à fait l'efficacité et l'importance dans le traitement du rhumatisme psoriasique. Et une étude également très récente, elle date de 2018, sur un grand nombre de malades, montre l'efficacité tout à fait nette de l'apremilaste dans le traitement du rhumatisme psoriasique. Alors pour résumer l'apremilaste, petite molécule, intérêt de la prise par voie orale, efficacité inférieure aux anti-TNF, elle aurait une efficacité comparable au méthotrexate, mais ce qui en fait quand même une molécule tout à fait intéressante, c'est qu'elle aurait aussi une efficacité sur la forme axiale du rhumatisme psoriasique, ce qui évidemment est tout à fait intéressant. Mais là aussi, c'est le point négatif pour cette molécule, peut-être des troubles de l'humeur. En tout cas, ceux qui l'utilisent rapportent un nombre d'idées suicidaires très important. Il faut en tenir compte, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on voit se développer aujourd'hui les développements futurs vers des formes topiques d'apremilaste qui pourraient intéresser un certain nombre de pathologies. Et puis, vous savez aussi que le système JAK est également important dans la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi dans le rhumatisme psoriasique. Et vous savez qu'on développe le tofacitinib, qui est aujourd'hui commercialisé à la fois pour la polyarthrite rhumatoïde, mais également pour le rhumatisme psoriasique, et qui, dans tous les essais cliniques, notamment les études OPAL, a démontré son efficacité dans le rhumatisme psoriasique. Alors, pour terminer, je voudrais synthétiser à travers les recommandations GRAPPA, qui sont intéressantes parce qu'elles se posent un petit peu en concurrence ou en complémentarité avec les recommandations EULAR. Il y aura d'ailleurs pendant le congrès une session pratique qui reviendra, je pense, sur les recommandations. Ce qui est tout à fait intéressant dans ces recommandations GRAPPA, c'est bien sûr la définition des différents domaines, donc arthrite périphérique, atteinte axiale, anthésite, dactylite, peau, ongles. Vous voyez qu'on revient finalement sur les critères Caspar et qu'à partir des critères Caspar, on peut construire tout le rhumatisme psoriasique. Ce qui est tout à fait intéressant dans l'arthrite périphérique, si vous arrivez à voir, vous regardez très très vite, on rentre dans l'utilisation des biologiques et de l'apremilaste, et vous voyez que l'apremilaste est même recommandé en presque première intention, je dirais après le méthotrexate, au même titre que les biologiques et avec les biologiques, et qu'on retrouve cette recommandation d'utilisation de l'apremilaste également dans l'atteinte ingéale, où elle est très très rapidement utilisée en première intention pratiquement avec les biologiques ou en même temps que les biologiques, et quand on switch vers un biologique ou on switch vers le tofacitinib ou beaucoup plus facilement vers l'apremilaste. Donc molécule tout à fait intéressante, sauf si les troubles de l'humeur qu'on lui rapporte viennent grever un petit peu son efficacité et ses résultats, et cela peut changer les choses et changer peut-être son utilisation. Reste évidemment à voir ce qu'elle va devenir sur le long terme. Donc en conclusion, vous voyez que dans le rhumatisme psoriasique, qui finalement restait très pauvre jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on note des avancées tout à fait significatives dans le diagnostic précoce, dans le diagnostic et les critères, dans l'utilisation des traitements de fond, que ce soit les conventionnels synthétiques
ou les biologiques, avec cette remarquable avancée non seulement des anti-TNF, mais des nouvelles voies physiopathologiques, et notamment les anti-interleukine 23, interleukine 17, et aujourd'hui la conjonction de la multiplicité des cibles. Donc on va très certainement voir les choses changer encore davantage. Mais bien entendu, dans ce rhumatisme encore protéiforme et souvent très difficile, quelquefois rébarbatif, mais passionnant, il faut bien entendu encore attendre des améliorations sur le plan de la pathogénie, demander de nouvelles classifications, les critères d'évaluation qui restent encore relativement pauvres ou très compliqués, pour évaluer sur le court, moyen et long terme l'activité de la maladie et surtout l'impact des thérapeutiques ciblées. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.